Un événement sans précédent se déroule en ce moment même. En septembre 2025, la Terre est confrontée à une série d'approches très rapprochées. L'astéroïde 2025 FA22 frôlera notre planète à un peu plus de 2 fois la distance qui nous sépare de la Lune, tandis que 2025 RJ2 s'approchera encore davantage, à moins de 300 000 km. Des dizaines d'objets plus petits sont recensés à des distances sublunaires au cours d'une seule semaine, qui pulvérisent tous les records précédents. Parallèlement, 3I Atlas, un visiteur interstellaire aux propriétés chimiques insolites, file vers Mars sur une trajectoire inédite dans les archives du Minor Planet Center. Ces chiffres défient toute logique probabiliste. Serait-ce une simple coïncidence cosmique, ou assistons-nous à un schéma qui pourrait transformer nos méthodes de protection planétaire? La réponse pourrait bien redéfinir notre rôle de simple spectateur dans le système solaire. Septembre 2025 s'annonce avec une chaîne ininterrompue d'alertes. Les astronomes du Minor Planet Center enregistrent l'astéroïde 2025 FA22 à environ 2,2 fois la distance lunaire, soit autour de 835 000 km. 3 jours plus tôt, 2025 RJ2 est passé encore plus près, à seulement 0,78 distance lunaire, ou moins de 300 000 km. Ces incidents ne sont pas isolés. La semaine du 12 au 18 septembre brise tous les anciens records. Au moins 28 objets proches de la Terre traversent l'orbite lunaire. C'est le triple du pic hebdomadaire précédent. La plupart mesurent entre 8 et 25 mètres, le genre de corps qui pourrait s'évaporer dans l'atmosphère ou exploser à la manière de Tcheliabinsk. Mais 2 d'entre eux, FA22 et RJ2, sont assez imposants pour capter l'attention mondiale, avec des diamètres estimés jusqu'à 120 m. Chaque détection illumine les écrans des équipes de surveillance. Pan-STARRS à Hawaï, Atlas au Chili, l'observatoire Vera C. Rubin dans le désert d'Atacama au Chili, Catalina en Arizona. Les flux de données affluent des télescopes automatisés, traités par des algorithmes affinés pour repérer les signaux les plus ténus et les plus rapides. Le rythme ne faiblit pas. De nouveaux corps sont signalés, suivis et catalogués parfois en quelques heures après leur repérage. L'observatoire Vera C. Rubin, opérationnel depuis seulement quelques mois, fournit un torrent de données inédites. Sa caméra à grand champ balaie le ciel en arcs étendus, détectant des objets qui auraient échappé au radar un an plus tôt. Statistiquement, cela devrait n'arriver qu'une fois tous les décennies. Les modèles de population, ajustés pour les biais d'observation, évaluent les chances d'observer plus de 25 NEO sublunaires en une semaine à moins de 1 sur 1500. Même avec les avancées en détection, cette flambée de septembre sort du lot. Un regroupement qui contredit la dispersion aléatoire habituelle des survols d'astéroïdes. Certains spécialistes évoquent des résonances orbitales ou une fragmentation cachée dans la ceinture d'astéroïdes, mais la plupart attribuent cela à la puissance des technologies récentes. L'efficacité de détection dépasse désormais 90% pour les objets de plus de 20 mètres à une distance lunaire. Les zones d'ombre rétrécissent, sans pour autant disparaître. Les approches du côté du Soleil demeurent un point faible, une leçon gravée dans les esprits par l'explosion aérienne de Tcheliabinsk il y a 12 ans. Sur les réseaux sociaux, ces chiffres attisent les rumeurs. Des graphiques circulent, montrant un pic trop abrupt pour être fortuit. Orchestré, affirment certains, un avertissement, proposent d'autres. Dans les cercles scientifiques, l'ambiance est plus tempérée, mais tout aussi vigilante. Chaque passage serré est consigné, examiné et stocké, alimentant un système de défense planétaire dont la robustesse dépend de la dernière observation. Pendant un court instant, l'attention mondiale se porte vers le ciel. Et la question persiste, et si l'un de ces objets avait visé un peu plus près? Imaginez que FA22 n'ait pas dévié. Avec ses 120 mètres de large, à peu près la hauteur d'un pâté de maison, l'entrée de l'astéroïde commencerait en haut de l'atmosphère, un point minuscule filant à plus de 18 km par seconde. S'il est pierreux, comme la plupart des corps de cette taille, il compresserait l'air devant lui jusqu'à ce que la pression le désintègre dans une explosion aérienne brutale, semblable à celle de Tcheliabinsk en 2013. Mais la taille compte. L'onde de choc de Tcheliabinsk a brisé des vitres dans 6 villes et envoyé plus de 1500 personnes à l'hôpital, principalement pour des coupures de verre et des commotions. FA22 libère plus de 20 fois cette énergie. Un astéroïde pierreux de cette envergure pourrait éclater à une altitude de 10 à 20 km, déchaînant une puissance équivalente à plusieurs mégatonnes de TNT. L'onde de choc raserait des bâtiments sur des dizaines de kilomètres carrés. Quiconque se trouverait près du centre d'impact n'aurait que quelques secondes, si tant est, pour réagir. Les vitres voleraient en éclats, les murs s'effondreraient, et l'éclair de chaleur pourrait embraser les toits. Les ravages ne se limiteraient pas au site d'entrée. Les quartiers périphériques subiraient l'explosion avec des débris projetés et des structures qui s'écroulent, amplifiant les risques. Si FA22 était ferreux, le scénario évoluerait. Les astéroïdes de fer sont plus denses et plus résistants.
Au lieu de se briser, un tel corps pourrait traverser l'atmosphère sans s'effilocher, percutant le sol à pleine vitesse. Le résultat, un cratère de centaines de mètres de diamètre, une boule de feu visible à des kilomètres, et un panache d'éjecta propulsé dans la stratosphère. L'impact local détruirait les infrastructures, mais les effets environnementaux pourraient s'étendre bien plus loin selon l'endroit. Désormais, déplacer la cible vers l'océan. Plus des 2/3 des sites d'impact potentiels sont aquatiques. Là, l'énergie se convertirait en un immense panache de vapeur et une série de tsunamis se propageant en cercles concentriques. Bien que l'énergie de la plupart des vagues se dissipe rapidement en haute mer, les zones côtières situées à moins de quelques centaines de kilomètres risqueraient de subir des murs d'eau atteignant des dizaines de mètres. Les ports, les villes et les îles basses seraient confrontés à des inondations dévastatrices, avec un préavis quasi nul. L'incident de Tcheliabinsk a révélé cette vulnérabilité cachée, les objets surgissant de la direction du Soleil, indétectables par les télescopes terrestres jusqu'à la dernière seconde. Sergei Karpov, dont les images de tableaux de bord sont devenues emblématiques de cette matinée fatidique, évoque encore les suites en termes de vacarme, de verres brisés et de désordre. Des années plus tard, il collabore avec des équipes de gestion de catastrophes, incitant les municipalités à s'entraîner pour des événements imprévisibles. Son avertissement est clair. La frontière entre une boule de feu inoffensive et une catastrophe ravageant une ville est plus fine que beaucoup ne l'imaginent. Dans les modélisations effectuées après chaque survol rapproché, les chiffres sont éloquents. L'énergie d'impact, la densité de population, l'heure du jour, autant de facteurs dans une équation cosmique qui se déroule sans ni dessein. La seule protection réside dans la surveillance accrue, la détection précoce et les mécanismes qui transforment les alertes en mesures concrètes. Sans cela, le prix à payer se compte en cités en ruine et en existence irrémédiablement altérée. Swan offre un spectacle d'une autre nature. Repéré le 11 septembre 2025, non par un télescope optique mais grâce aux anisotropies du vent solaire captées par l'instrument Swan à bord de SOHO, l'arrivée de cette comète s'est signalée par une flambée soudaine d'émissions d'hydrogène. Le rayonnement Lyman alpha, une signature ultraviolette invisible à l'œil nu, a illuminé les flux de données avant que la plupart des observateurs au sol ne soient avertis. Une poignée d'amateurs scrutant la constellation de la Vierge ont validé les indices fournis par les satellites. Swan s'illuminait à vive allure, sa queue s'allongeant du double en une seule nuit. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de luminosité. Les analyses spectroscopiques ont mis en évidence une chevelure riche en composés volatiles, dominée par l'hydrogène avec des traces de cyanogène et de molécules carbonées. Le débit de dégazage a grimpé en flèche à l'approche du périhélie, la production d'hydrogène dépassant celle de la vapeur d'eau dans des proportions qui ont surpris même les experts des comètes. La cause, le noyau glacé de Swan se fragmentait sous l'effet de la chaleur solaire, révélant des couches neuves et libérant des gaz piégés lors d'éruptions successives. Chaque fissure supplémentaire dans le noyau générait une nouvelle salve d'hydrogène, visible uniquement aux instruments sensibles aux ultraviolets. Les observatoires professionnels ont bousculé leurs agendas pour des observations complémentaires. L'observatoire Rubin, encore en phase d'ajustement de son rythme de relevée, a alloué du temps d'urgence pour suivre l'évolution de la chevelure. Parallèlement, les scientifiques citoyens ont alimenté le système de données, chronométrant les éruptions, cartographiant la forme de la queue et signalant les variations abruptes de brillance. Leurs notifications ont permis d'orienter les spectrographes haute résolution vers des détails éphémères, des jets de matière s'échappant du cœur, des modifications discrètes dans la composition chimique et les indices avant-coureurs de tension structurelle précédant souvent une désintégration. À mesure que septembre avançait, la menace de fragmentation devenait pressante. Les modèles récents indiquaient que le noyau de Swan, déjà miné par des failles, pourrait ne pas résister à son passage le plus proche du Soleil. En cas de dislocation, le nuage de débris résultant offrirait un spectacle éblouissant, observable depuis la Terre comme de l'espace. Pour les équipes de défense planétaire, le comportement instable de Swan rappelait une leçon essentielle. Toutes les menaces ne suivent pas des trajectoires silencieuses et prévisibles. Parfois, l'alerte surgit sous forme d'une explosion d'hydrogène et la première barrière de détection repose sur un réseau mondial d'amateurs, le regard et les outils rivés au firmament. Le 13 avril 2029 est déjà marqué d'un trait rouge sur tous les calendriers de défense planétaire. Ce jour-là, Apophis frôlera la surface terrestre à seulement 32 000 km, plus près que bien des satellites de communication, et sera visible à l'œil nu alors qu'il traversera le ciel. Pendant des années, Apophis a alimenté les manchettes apocalyptiques, qualifié de tueur de planètes, dès sa détection en 2004. Mais depuis, le risque de collision s'est estompé, cédant la place à une occasion scientifique exceptionnelle. Une répétition grandeur nature pour la défense planétaire, sous les yeux du monde et avec des instruments parés. Ce survol n'est pas qu'un simple divertissement. La gravité terrestre s'étendra pour attirer Apophis, provoquant des marées non pas d'eau,
mais de roches et de poussière. Les chercheurs anticipent des transformations visibles, glissement de terrain en surface, régolithes délogés, voire une reconfiguration du profil de l'astéroïde. Ces effets de marée n'ont jamais été observés de si près sur un objet de cette envergure. C'est une expérience naturelle impossible à recréer en laboratoire. Pour la documenter, la NASA a lancé OSIRI-APEX, une sonde chargée de rejoindre Apophis peu après le passage. Sa tâche, enregistrer chaque entaille, chaque rocher déplacé, chaque marque de l'attraction invisible de la Terre. Les images avant et après dévoileront comment les astéroïdes réagissent aux rencontres rapprochées et comment de légers coups de pouce gravitationnels peuvent altérer la trajectoire d'un vagabond rocheux. Pour Andrea Riley, ingénieur système au sein de l'équipe ERA, cette approche revêt une signification personnelle. Dans une entrée de journal datée de 2022, elle se remémore l'angoisse qu'elle éprouvait adolescente en voyant Apophis occuper les gros titres. Cette appréhension, adoucie par l'espoir que procurent les avancées technologiques, anime aujourd'hui ses recherches. Apophis représente bien plus qu'un exercice pour les astrophysiciens et les sondes spatiales. C'est une répétition générale pour évaluer la capacité humaine à détecter, simuler et, le cas échéant, détourner une menace authentique provenant de l'espace. Chaque modèle mathématique, chaque mesure télémétrique, chaque algorithme conçu pour OSIRI-APEX ou les radars terrestres constitue une avancée vers un avenir où les rencontres rapprochées avec des astéroïdes seront gérées avec une sérénité méthodique, loin de toute panique. Tandis qu'Apophis file à vive allure, la planète entière observe en direct les mécanismes de la défense planétaire, transformant un sujet autrefois synonyme de terreur en un récit de vigilance et d'exploration scientifique. Le catalogue 3I Atlas, classé sous la désignation C 2025N1, se distingue dès le premier spectre analysé. Le 1er juillet, les télescopes Pan-STARRS ont repéré sa trajectoire hyperbolique, mais c'est sa signature chimique qui a poussé les experts à réquisitionner du temps d'observation sur les plus imposants instruments optiques mondiaux. Les premières données du tireur VTX, acquises alors que la comète franchissait environ 4,4 unités astronomiques, ont mis en évidence une chevelure riche non pas en vapeur d'eau, mais en dioxyde de carbone. Les observations du JWST, réalisées en août, ont validé ces résultats. Une production de CO2 atteignant 129 kg par seconde, contre seulement 6,6 kg pour l'eau. Cela équivaut à un rapport proche de 20 pour 1. Une particularité inédite pour une comète aussi lumineuse et dynamique. À titre de comparaison, la plupart des comètes du système solaire inversent cette proportion, avec un dégazage d'eau largement prédominant sur celui du dioxyde de carbone. Dans ce cas, les conventions habituelles sont bousculées. Les irrégularités ne se limitent pas aux gaz volatiles. Les spectres haute résolution obtenus par l'instrument UV du VT, sur plusieurs nuits en juillet et août, ont détecté un signal intense en nickel atomique, à hauteur de 4,6 grammes par seconde émanant de la chevelure au 21 août. En revanche, le fer, qui accompagne ordinairement le nickel dans la chimie cométaire, demeurait indétectable, en deçà des seuils de sensibilité. Cette configuration, du nickel sans fer, reste exceptionnelle, même chez les objets interstellaires. Chez les comètes solaires, ces deux éléments émergent généralement ensemble, libérés par des mécanismes thermiques identiques. Les hypothèses varient, d'une chimie de formation singulière à une perte sélective du fer au fil de milliards d'années en dérive stellaire. Certains évoquent la décomposition d'organiques riches en nickel, d'autres l'érosion par rayons cosmiques qui érodent préférentiellement les composés ferreux plus fragiles. Aucune théorie ne cadre parfaitement l'ensemble des observations pour l'instant, mais les discussions font rage et se poursuivent avec vigueur. Mi-août a révélé une autre énigme. L'orbiteur Mars Reconnaissance Orbité, en balayant les longueurs d'onde ultraviolettes, a capturé un éclat soudain. Une éruption qui a doublé la brillance de la comète en moins de 36 heures. Les mesures photométriques au sol ont indiqué une queue se divisant en plusieurs branches, avec des flux de poussière se dispersant dans diverses directions. Ces sursauts sporadiques ne correspondent pas aux jets habituels propulsés par l'eau. Ils suggèrent plutôt des réservoirs de dioxyde de carbone ou d'autres substances volatiles qui jaillissent lorsque le rayonnement solaire infiltre de récentes fissures. Les analyses de rotation complexifient encore le tableau. L'étude des courbes de luminosité évoque un noyau lent, peut-être chancelant, qui pivote autour d'un axe variant au fil du temps. La période dépasse les 22 heures, avec des variations d'intensité à peine perceptibles. Cela plaide pour une forme quasi sphérique ou une rotation sur un axe non principal, compliqué. Prédire les éruptions et l'évolution de la queue s'en trouve d'autant plus ardu. Chaque ensemble de données nouvelles enrichit le mystère. Et avec le périhélie prévu le 29 octobre, les spectroscopistes du globe rivalisent pour consigner le moindre détail avant que la comète ne s'éclipse derrière le Soleil. Pour l'heure, 3I Atlas demeure un cas chimique atypique, un émissaire paresseux en rotation, originaire d'une région plus froide et obscure de la Voie lactée.